Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Nous vous accueillons pour une conférence qui va se tenir sur le thème du vrai du faux, avec l'envers du décor des revendications cyber que vous allez nous révéler par un retour sur un an de cyberattaques et de fuite d'informations. J'ai tout bon? C'est tout ça Benjamin. Eh bien écoutez Clément, je vous laisse la parole, 30 minutes de conférence et ensuite nous nous retrouverons sur scène. Bonne conférence à tous. Merci et c'est parti, on démarre. Petit disclaimer très rapide, les salam alek usuels. Et surtout, je m'excuse ou je m'excuse pas parce qu'une fois de plus, la présentation sera pas du tout conventionnelle, mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. Si vous voulez ensuite les slides, elles sont totalement open, donc il faudra juste me les demander et vous les aurez. Et donc pendant 26 minutes 42 exactement, histoire quand même qu'on puisse prendre 2-3 minutes pour échanger, parce que je pense que beaucoup d'entre vous auront des questions. Prenez votre souffle, parce qu'une fois de plus, ça va être encore très speed. J'ai tellement de choses à dire, donc il a fallu condenser tout cela. Et l'idée, comme d'habitude, c'est de vous présenter cette expérience-là et puis de vous immerger dans tout ce qui a essayé de se faire. Et surtout, je vais vous proposer mon prisme à moi, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on revient sur un an de cyberattaque en France. Et donc très rapidement, pour me présenter, vu qu'il y a apparemment une nouvelle vibe coding, désormais je suis aussi un vibe hacker, donc voilà. Dernière chose, comme d'habitude, je vais passer mon temps à faire des prétéritions, donc évoquer les choses sans réellement rentrer dans le sujet, mais ce sera déjà les évoquer. Et rappel hyper important, j'ai trouvé ce petit mème du coup de Pathé Enough qui disait que ça allait faire un peu du guacamole sans avocat, donc on va aussi essayer, là pour le coup c'est comme si les fuites de données sans cyberattaque. Enfin, et donc petit sondage très rapidement, est-ce que dans la salle vous pouvez lever la main si vous êtes capable de citer au moins 10 fuites d'informations? Ok, qui est capable d'en citer 10 de tête sur l'année qui vient de s'écouler? Ok, quelques personnes. Et est-ce que vous avez en tête les trois plus grosses fuites, au moins, depuis ces 16 derniers mois? Ouais, bon, ça va être interactif. Est-ce que tu peux les crier une Free? Exactement, France Travail, exact. Et quoi d'autre? J'allais dire France Travail et SF. Oracle? Ah. Ouais, même si typiquement en effet il y a 1500 entreprises et au-delà de ça, mais non, Oracle et encore Oracle, non. Donc non. Free déjà dit, et dernier? Orange, c'est plutôt. Exactement, allez hop, c'est parti. Donc on va commencer par vraiment la plus grosse, ça s'est déroulé exactement en mars 2024, donc vous avez quand même France Travail qui se fait quand même poutrer de 43 millions. Et ce qui est dingue, c'est que ces données-là commencent à se retrouver sur l'Amazon de la cybercriminalité, dont je vais parler beaucoup, dont on va revenir aussi dans le détail plus tard. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps, cet acteur-là, il ne le connaissait pas du tout. Par contre, un vrai acteur, parce que j'ai pu avoir quelques samples qui n'a pas du tout diffusé sur Breach, et d'autres personnes aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent qu'on les contacte directement sur Telegram, mais ça, attention, mais ça c'est bien avant l'arrestation de Pavel Durov dont je vais parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, le moyen le plus usité par ces cybercriminels-là, c'est devenu Session pour prendre contact avec eux. Et donc pareil aussi, petit tips aussi comme ça que je donne si vous voulez commencer à faire de la CTI, faire un peu tout ça, ayez plusieurs comptes parce que ça permet déjà de ne pas du tout vous exposer, tout un tas de choses. Deuxième plus gros, ça a été Almeris, Viamelis, Malakoff. Enfin, surtout, ça a été les deux principaux, mais au total, il y a quand même eu 150 mutuelles et on parle au total de 33 millions de données. Là encore, même procédé. Et derrière cette cyberattaque, ce qui est assez dingue, pour un peu aussi rentrer dans le détail, vous donner l'autre versant. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de ces mutuelles-là qui n'étaient pas au courant qu'elles s'étaient faites trouer. Et donc, il y avait un peu une espèce de course contre la montre pour aller savoir qui alerter. Autre chose qui est assez dingue quand même, c'est que pour extraire ces 33 millions, et surtout que ça ne passe totalement inaperçu sous le radar, ils ont pris des semaines à le faire. Et en même temps, si on prend un peu de recul de vous à moi, quand vous avez un système d'information comme ça, comment vous garantissez que les informations qui sont exfiltrées sont légitimes ou non? Il y a d'autres informations, mais juste pour vous donner un peu ce point-là, ils ont quand même mis des semaines pour extraire toutes ces 33 millions de données au total. Et pire encore, le dernier constat que j'aimerais partager avec vous, c'est que si on se dit quand même qu'il y a plusieurs mutuelles et plusieurs praticiens qui sont, en tout cas qui peuvent un peu opérer pour un même patient qui vient dans sa mutuelle, ça veut dire qu'il n'y avait aucun cloisonnement. Typiquement, je pouvais être à Rennes, je pouvais être à Paris et pouvoir consulter toutes les données nationales. Ça pose encore un autre souci. On va continuer d'avancer. Forcément, vous n'avez pas cité Boulanger. Et Boulanger, ça a quand même été la troisième plus grosse septembre 2024, autant pour moi, mais à culpa, 27 millions. Et ce qui est intéressant sur Boulanger, on va rentrer un peu dans les détails. Première chose, c'est que
sincèrement, si vous êtes une boîte ici, je sais, parce que je sais que maintenant qu'il y a énormément de DSI RSSI qui me suivent, les cyberattaques, ça arrive à tout le monde. On ne vous en voudra pas, mais soyez transparents. Donc le premier message de Boulanger, hein, moi j'ai trouvé totalement lunaire, en mode tout va bien, mais comment vous essayez de rassurer vos clients, et surtout typiquement ma grand-mère ou mes parents qui n'y connaissent absolument rien, juste avec ces messages-là. On va avancer, et ce qui est dingue, c'est que quelques jours après, vous avez le même, vraiment le même TA, donc je vais en parler, enfin TA pour threat actor, enfin même si c'est pas typiquement considéré comme un threat actor, mais ça rentre dans la catégorie des threat actors. J'espère que vous êtes vraiment bien accrochés parce que ça va être encore, je vais parler encore 6 fois plus rapidement. Et donc ce TA là, il annonce en fait que les données quand même sont en vente, les 27 millions à 2000 euros. Et beaucoup m'ont dit, mais en fait ça coûte que dalle. Est-ce que vous savez pourquoi les prix sont aussi bas pour des quantités de données aussi importantes? Est-ce que quelqu'un rapidement a une idée? De données qui sont fausses, par exemple, non? Ouais, tu as une partie, mais c'est pas tout. Est-ce qu'il y a une autre personne? Elles sont pas qualifiées? Oui et non. Non, sauf que là, c'est qualifié. Donc non, ça compte pas. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ouais. Plus c'est bas, plus il y aura du monde qui va l'acheter. C'est exactement ça. Aujourd'hui, certains ont compris qu'avoir une grosse DB, c'est intéressant, mais si moi, je devais vraiment me mettre dans la place d'un TA, mon seul but à moi, c'est vraiment de faire de la thune, de la maille, du flou, tout ce que vous voulez. Donc mettre un prix hyper haut, je m'en fous. Et plus je vais vendre cette base de données-là, plus je vais gagner. D'autant plus, je le rappelle, et donc ça je vais en reparler un peu plus tard, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de ces DB-là, quand elles vont commencer à tourner, à être vendues, assez rapidement, 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, elles vont se retrouver totalement gratuites. Donc d'où l'intérêt. Donc maintenant vous comprendrez un peu comment, quand vous voyez des gros flux de données à des prix bas, il y a toute une mécanique derrière. Donc on avance ensuite. Et ce qui est dingue aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que ces 2000 euros-là, ça concernait pas que Boulanger. Ça concernait aussi Cultura, Truffaut, parce qu'en tout cas, ils avaient entre autres un des mêmes fournisseurs qui s'est fait taper, et c'est le même threat actor qui a derrière compromis ces boîtes-là, et donc il faisait un peu un package qu'on parvenait à négocier un tout petit peu avec lui. Donc si on avance encore un peu plus, et ce qui est dingue quand même, c'est que quelques semaines après, là, vous avez encore un tout autre TA qui commence à afficher. Et ce qui est fou, c'est que ce TA-là, il fait partie d'un collectif français basé à Dubaï et il affiche tout un tas, dont 750 000 dossiers de la structure. C'est Medilab, si je ne dis pas des conneries, un institut à Paris, donc sur 8 établissements. Et le collectif cybercriminel, comme je le dis, il commence vraiment à revendiquer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend un peu plus à creuser derrière, la personne qui a lancé ça, lui, il est actuellement à Dubaï, donc il vivait vraiment sa meilleure vie, mais il avait un peu envie de foutre la merde en France. Donc je vous rappelle, donc là, on est vraiment en plein dans le dernier trimestre 2024. Vous avez de plus en plus de cyberattaques, ça tire de partout et beaucoup de personnes aussi veulent un peu s'approprier, s'arroger certaines cyberattaques et certains aussi veulent avoir la lumière sur eux. Donc gardez ça en tête, hyper intéressant. Et donc on apprend par la suite qu'il avait aussi compromis d'autres, il avait fait des publications sur TikTok, mais vu que sur TikTok, Insta, tout ça, on s'en fout un peu, c'est pas remonté. Donc c'est comme ça qu'il crée un compte forcément sur Breach, le Amazon de la cybercriminalité, comme j'aime bien l'expliquer, et il commence à être quand même très loquace. Et entre autres, tout ça, ce qui est très drôle, c'est que quelques jours après ses premiers posts, donc il y a encore une nouvelle pièce qui est remise vraiment dans le jukebox. Et là, il commence à sentir que ça sent le roussi pour lui parce qu'il n'avait pas assez bien couvert leurs traces. Et donc, il fait, je vais un peu vous donner certaines informations sur d'autres cyberattaques qui se sont déroulées en France, mais surtout, je veux que les recherches, parce qu'il y a aussi côté C3N, police, qui enquêtait, ça commençait à être très proche de lui. Et suite à ça, il a totalement disparu. On avance un peu, donc ça du coup je l'ai dit. Et là on arrive un peu dans l'opération, je pense, qui a le plus fait parler en 2024, c'est Free. Free pour plusieurs raisons. Et donc là tout ce que je vous présenter à la fois ce sont des choses en semi-off, 2-3 trucs en off, mais je pointerai pas le doigt là-dessus et puis un peu vous dire comment ça s'est passé. Et donc là, dans la nuit du 22 octobre, vous avez un strike octobre, donc 21 exactement, et puis moi je fais le post le lendemain matin, le temps que mes outils me le remontent, que je traite, que j'analyse, vous avez un peu ce truc-là, 19 millions quand même d'IBAN, Free le deuxième opérateur, donc c'est presque 85% de leur clientèle qui ont compromise, donc exactement Free Mobile et Free, donc 14,1 millions pour Free Mobile et les 5,1 restants pour Free, et donc au total autant d'IBAN qui sont faits. Et donc quelques jours après, là ça commence quand même, 4 jours après, Free confirme la cyberattaque, ok, ils font un premier mail, et ce qui est dingue, c'est que dans la communication de Free,
bah, ils avaient vu juste à demi-mot qu'ils se sont fait trouer. Et surtout, il y a aussi ce côté-là, comment dire, un peu bon an, mal an, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, bah, ça énerve apparemment beaucoup le strat actor derrière, qui est vraiment un jeune. Donc là, je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Et donc, il décide quand même de foutre, en plus, en reprenant un des visuels que tout le monde a vu de Xavier Niel, où il a fait son gros opening à l'Olympia avec une sacrée envie de foutre le bordel. Donc il reprend exactement le même visuel. Donc là aussi, comprenez que certains ont compris que pour attirer l'attention, il faut aussi reprendre les codes de la com classique pour le faire. Donc il reprend ça, il publie quand même gratuitement 100 000 IBAN de Français. Pour la petite parenthèse, parce que j'aurai pas le temps de revenir là-dessus, et depuis qu'il y a cette cyberattaque sur Free, c'est au total pas loin de 250 000 IBAN qui ont été publiés, parce que certains ont remis la main sur cette base de données, et ça a été partagé, donc certains aussi republient des informations. Et donc ça, bah, ça continue. Et donc, bah, ce qui est fou, comme je vous disais, hein, vous vous souvenez, on est le 21, Free fait son annonce 5 jours après, mais ils sont pas totalement transparents en disant ouais, finalement. Et donc là, il y a les IBAN qui sont faits, et donc là, forcément, Free, devant le fait accompli, est obligé de rectifier sa com. Et donc là, je le redis, hein, je vais encore le redire en toute fin, soyez transparent, et plus vous êtes transparent, mieux ce sera, et puis surtout un peu pour éviter ce type d'escalade. Donc on continue, et ce qui est très dingue, ça, seules quelques personnes l'ont vu, le panel de Free était déjà en vente des mois avant. Et Free n'a pas été le même. Hein. Il y a eu Darty, il y a eu énormément d'autres boîtes qui se sont fait compromettre, et ça, juste pour vous expliquer, actuellement, ce sont ce que j'appelle moi des petites frappes de la cybercriminalité qui ne sont pas skillées que ça, qui récupèrent soit des panneaux, donc en fait c'est comme si vous étiez un opérateur ou vous vous trouvez en France, et donc ils les mettent à la vente à partir de 30, 40, 50 balles. Et pour vous appâter, vous pouvez leur renvoyer en DM, donc en message privé, un nom, un numéro de téléphone, ils vous sortent la fiche, et si ça vous convainc, bah, vous pouvez un peu décider avec eux. Bah, moi aujourd'hui j'ai envie peut-être d'avoir 10 000 fiches, 100 000 fiches, et vous pouvez négocier le prix. Et donc Free, je pense, en tout cas, il y a une petite partie qui sont fait aussi compromettre comme ça. On avance. Et donc, bah, le threat actor qu'il a vendu, bah, Trusalix, et donc lui, je m'arrête là parce qu'il y a d'autres choses qui se déroulent avec lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, forcément, bah, vu l'énorme caisse de résonance de cette cyberattaque, Free n'a pas laissé passer les choses. Ils ont continué d'enquêter, ils ont porté plainte là-dessus. Et vous vous souvenez, hein, donc là, on est quelques mois après l'arrestation de Pavel Durov, parce que je pense aussi que ça a tout son intérêt. Ils font une réquise au niveau de Telegram, et donc les informations de ce jeune-là sont sorties. Et derrière, bah, lui se fait soulever, et puis quelques autres personnes. Et ce qui est très dingue aussi, c'est que quand on continue, il y a un autre TA qui est très proche de ces deux-là, qui ont compromis initialement Free et récupéré, qui livre tout un tas d'informations, et entre autres, qu'ils ont aussi reçu de la complicité interne. Et donc à ce moment-là, c'est soit de l'inconscience, ou soit ils étaient complicités. Ça, c'est pas à moi de le dire. Donc on avance, et puis en vrai qu'il y a eu tellement d'autres choses. Tout à l'heure, j'en parlais un peu, Medibor sur les 750 000, le gars à Dubaï et ses quelques petits camarades. Il y a eu la faille aussi de Sirius, qui est un autre acteur majeur du ticketing en France, pas loin de 6 millions de comptes, 2 000 $, là encore, sur le price. Est-ce que si je vous parle un peu de Mob, le Mother of All Breaches, ça parle à certains d'entre vous, non? À qui ça parle, le Mother of All Breaches? Ok, juste une personne. Donc pour expliquer très rapidement, c'est un énorme fichier qui, en fait, du coup, il y en a énormément, mais sauf que celui-là, il a refait surface. Et donc on retrouvait des identifiants un peu partout dans le monde, dont l'équivalent de 6 à 7 millions sur la population française. Et ça, typiquement, ça aide pour des cyberattaques. J'en reparlerai un peu plus tout à l'heure sur ce mode opératoire-là. Forcément, il y a eu aussi une quinzaine de fédérations françaises qui sont fait aussi compromettre parce que, hélas, là, ils avaient le même prestataire. C'est ce prestataire-là qui se fait trouer. Donc forcément, quand vous avez trouvé le prestataire, ils en ont profité pour récupérer énormément de données. Donc au total, vous avez un peu plus de 20 millions de données, donc en tout genre, qui représentaient à eux seuls 2 millions de licenciés et de bénévoles. Et encore aujourd'hui, vous pouvez retrouver des bribes, soit de la totalité ou partiellement de cette base-là, qui est toujours en vente. Sur les analyses tendances, le plus intéressant, maintenant qu'on a essayé de dresser, enfin, juste que j'ai essayé de vous donner 2, 3, 4 exemples. La première chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une explosion des marchés clandestins. Quand je parle de marchés clandestins, c'est que, comme je disais, tout à l'heure, je vous ai montré quelques captures d'écran. Vous avez aujourd'hui
3 principaux chans, dont BF le premier, XSS qui est aussi tout aussi intéressant, mais là-bas la qualité des données est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus qualitative que celle que l'on peut retrouver au niveau de Bridge Forum. Autre chose aussi tout à l'heure, j'en parlais, le prix, donc plus aussi les données vont être fraîches, plus ça va pas être du recel, plus la quantité va être indexée et plus le prix va totalement varier entre ça. Pareil aussi sur les forfaits, donc aujourd'hui vous avez des gars surtout sur Telegram qui vont vous dire moi, comme j'expliquais tout à l'heure, je peux te mettre à disposition le kit de phishing parfait, ou en tout cas l'accès à ce panel-là, combien tu es prêt à payer. Ils annoncent un peu leur prix, mais il y a toujours possibilité derrière de rentrer en contact, voire même d'échanger des bons procédés sur une infiltration que j'ai faite sur un groupe l'année dernière. Il y avait à un moment donné, je l'ai convaincu que j'avais des accès assez intéressants, et en lui disant toi t'as quoi accès, donc il a listé quand même des accès assez ouf, et ça pour la toute petite fin, il y a une petite surprise tout à l'heure. Telegram, qui va quotidiennement sur Telegram, mais pas pour regarder les messages, mais pour vraiment faire de la CTI, de la veille. Mais vraiment, allez-y, sur Telegram, c'est devenu aujourd'hui le new dark web, pour la simple et bonne mesure que c'est le très bon bridge, le très bon pont entre le vrai dark web et ce clear web-là. Et donc on trouve tout un tas de choses hyper intéressantes, donc les options d'abonnement en temps réel. Donc là, je vous ai mis encore une autre capture d'écran. Comme je disais, Darty, pareil, ils se sont fait trouer, et Darty, une fois de plus, quelques mois en avant, vous aviez encore le panel qui était en vente. La généralisation des attaques de type supply chain, j'en ai parlé tout à l'heure. Les données, faut que je trace. Les données monnayées sur le Amazon. Donc aujourd'hui, on estime, vous commencez à comprendre de mieux en mieux que le prix moyen, il va osciller entre 50 centimes et jusqu'à 2 € maximum. Et donc aujourd'hui, quand vous avez aussi des grosses bases, à moins que ce soit quand même des bases hyper critiques, elles vont très rarement dépasser du 10 000, du 15 000. Autre chose que j'aimerais un peu partager avec vous, beaucoup de ces nouveaux, ce que j'appelle moi les nouveaux cybercriminels, ont compris que faire du ransomware, parfois ça demandait un peu de skills, ça demandait des infras, ça demandait toute une organisation, alors que les fuites de données, c'est le plus intéressant. Je rentre dans ton entreprise, je t'ai compromis soit par des infostealers, par des logs, ça aussi j'en parle tout à l'heure. Je récupère les données que j'ai envie, derrière je les mets à la vente. Par la même occasion aussi, je te contacte. Si tu es prêt à négocier, ok, je la retire, tu me donnes la thune. Si tu n'es pas prêt à négocier, je commence un peu à la vendre. Ça aussi, il faut un peu le comprendre. Ce qui fait que ça change totalement la donne jusqu'encore 2022, tout début 2023, où il y avait quand même beaucoup... je me comprends aussi dans cette évolution-là. Il y avait beaucoup de ransomware. Aujourd'hui, on switch quand même beaucoup plus sur de la fuite d'informations, sur du data leak. Autre chose aussi sur feu vert. Et sur feu vert, autre point intéressant, qui a entendu parler de la cyberattaque sur feu vert? Sur feu vert, je ne sais pas si vous l'avez suivi, sauf que ça... il y a un truc qui une couille dans le pâté. Bon, tant pis, je reviendrai. Donc les infostealers, j'en parlais. Le cas de SFR, assez intéressant, même si SFR a subi plusieurs cyberattaques, mais cette première cyberattaque-là, elle en dit beaucoup. Donc le mode de compromission au niveau des dessous, vous avez encore un autre cybercriminel français, enfin en tout cas qui s'est autoproclamé français, en disant la manière dont il a accédé à ces données-là, c'est qu'il a compromis un technicien SFR. Et ce technicien SFR, il s'est tout simplement fait compromettre parce qu'il a eu un infostealer. Et donc les infostealers ont retrouvé le log. D'ailleurs, j'ai retrouvé plusieurs logs de lignes. Donc la plupart du temps, un log, ça se représente sous la forme email, ID, mot de passe et URL s'il y en a un. Et derrière, ils sont revendus dans des combo lists. Et là, je vous ai mis un exemple. Et donc, par exemple, typiquement, aujourd'hui, des combo lists comme ça, vous en trouvez des milliers. Donc, il y a tout un processus pour aller les parser. Donc, en moyenne, du 49 $ si vous voulez avoir accès au mois, ou alors si vous voulez avoir un accès permanent. Donc, vous avez vraiment des combo lists hyper de première qualité. Et le pire que j'ai vu, c'est une machine, en fait, un serveur qui collectait en live. Donc là, vous voyez un peu en live arriver les machines qui faisaient compromettre là-dessus. Et donc l'extraction des 50 000, l'autre point, les deux autres points que j'aimerais un peu partager avec vous parce que je les trouve assez dingues, c'est que pour exfiltrer les données, c'était vraiment des outils classiques, soit pour faire de l'exfiltre, ou soit pour faire du scrapping, ou soit des outils qu'on utilise de manière générale dans du pen testing. Et le truc totalement dingue derrière ce TA-là qui a compromis SFR, plus de 25 ans peut-être dans une boîte de la place française. Ça,
laisse penser à quelques autres affaires si certains suivent vraiment l'actualité. Je n'entrerai pas plus dans les détails. Et quelques semaines après, vous retrouvez cette fois-ci SFR 3,6 millions de comptes. Mais c'est pas tout, on continue. On parle un peu là de credential stuffing. Credential stuffing, assez intéressant parce qu'on va parler de 2-3 cas, dont celui de EDF, de Carrefour, pour ceux qui ont suivi. Le credential stuffing, tout le monde voit comment ça fonctionne? Oui, non? Est-ce que j'explique? Oui, ok, donc j'avance. Et donc, ce qui est très intéressant côté credential stuffing et sur ces deux affaires-là, qui sont totalement fausses, donc d'où l'intérêt aussi de vous parler de ça, c'est que côté entreprise, ils ont, heureusement, ces équipes-là avaient en place de très bonnes équipes et surtout de très bonnes règles de détection. Chose qui n'était pas le cas pour France Travail, mais bon, ça c'est un autre truc. Il y a eu une détection du côté des équipes, et ce que les équipes ont fait, une fois qu'ils ont détecté qu'il y avait quand même des mouvements assez suspects, ils ont bloqué absolument tout et ils ont obligé les gens à se reconnecter. Mais ce qui est intéressant du côté des threat actors, comment ça fonctionne et pourquoi parfois vous pouvez voir des revendications en mode il y a eu tant de données qui ont été compromises alors que c'est totalement faux. La plupart du temps, ils vont aller récupérer des DB déjà existantes parce que vos credentials, nom d'utilisateur, mot de passe ont leaké. Vu que les gens ont une très 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 mauvaise pratique, ils vont utiliser le même mot de passe partout. Et donc là, ils ont de petits bots, enfin du coup vraiment pour les plus mauvais d'entre eux, ils vont juste tester ces bots-là. Une fois qu'il y a un OK là-dessus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire OK, c'est bon. Puis après, derrière, ils vont utiliser... pour ceux qui sont plus smart, ils vont prendre ces 10 comptes-là qui ont fonctionné, aller typiquement sur du ChatGPT ou tout autre LLM que vous voulez, leur dire moi je veux maintenant que tu me génères 10 000, 100 000, 200 000. Ils vont faire un petit extract de ça, les mettre ensuite sur Bridge Forum en disant j'ai beaucoup plus si vous voulez. Si vous êtes intéressé, venez me contacter. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une toute nouvelle pratique, et je me suis fait avoir quand même 2-3 fois avant quand même de rectifier et aussi donc de remettre à jour mes différentes techniques d'analyse sur ça. Et donc, il y a une technique que j'aimerais partager avec vous. Donc, l'IA, j'en ai parlé, les vulnes. Ce que certains font, c'est qu'ils vont juste venir faire parfois aussi du shuffle d'informations recel, donc pour venir un peu briser. Donc, d'où l'intérêt, et donc ça, je vais enchaîner avec ça. Pareil, en fait c'était aussi pareil pour la CAF, exactement le même mode opératoire. Donc là l'anatomie de la manipulation de ce threat actor là. Donc les données générées par l'IA, donc ça je l'ai dit, donc la pratique qui est de plus en plus présente. Donc le groupe se faisait appeler Ghost Algérie, mais il y a aussi énormément de choses. Donc pareil aussi pour foutre la merde, venir aussi semer du trouble. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle un peu de cette cyberattaque là, ils créent quand même leur chan quelques semaines auparavant, inconnu vraiment. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'était un peu aussi le côté géopolitique, parce qu'il y avait tout un tas de choses qui se passaient en France avec les déclarations du côté de différents ministères, les tensions entre le Maroc et l'Algérie, l'Algérie et la France. Donc là, c'est le parfait moment aussi pour semer du trouble dans tout ça. Donc d'où l'intérêt de venir comprendre aussi ce paysage géopolitique pour avancer. Et ce qui est assez dingue, c'est que le week-end qui a suivi et la semaine qui a suivi, vous avez eu cette même fuite d'informations-là qui a été revendiquée sur Bridge, alors qu'elle était totalement fausse, et certains l'ont repris parce qu'ils n'avaient pas vraiment ce contexte. Et petit nota sur les quelques minutes qui me restent, parce qu'en fait c'est bien beau de parler tout ça, mais si vous voulez faire un peu pareil, parce que je crois énormément au partage et que c'est ensemble qu'on est plus fort et qu'on parvient à mieux comprendre tout ça, c'est que en fait, c'est des procédés qui sont de plus en plus récurrents. L'autre chose, c'est qu'il faut essayer d'éviter de tomber dans la supercherie. Supercherie dans la mesure où parfois vous avez des samples qui peuvent sembler vrais, mais qui ne sont pas vrais. Donc d'où l'intérêt aussi parfois de tempérer, et donc d'où l'intérêt aussi d'avoir une bonne base de connaissances internes dans laquelle on va pouvoir vraiment aller chercher. Et autre tips, et donc ça m'est arrivé sur 2 affaires l'année dernière. Ce qu'ils ont fait, c'est que les numéros de téléphone étaient tous légitimes, mais ils étaient faux. Ils étaient faux dans la mesure où ils ont récupéré une fameuse base de données que je tairai le nom, si certains l'ont, c'est hyper bien. Ils ont juste remplacé l'indicatif par plus 33. Et en effet, quand vous faisiez certains croisements, c'était vrai alors que c'est totalement faux. Et donc depuis lors, j'ai pu mettre la main sur cette base de données-là. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'on commence à croiser les données. Et surtout après, quand le procédé dont je parlais initialement, qu'on a d'autres comptes sur lesquels on peut les contacter, sous en passer soit pour les acheteurs ou pour soit d'autres TA, histoire d'avoir d'autres samples pour venir confirmer que ce qu'ils ont, c'est bel et bien le cas ou non. Bon, on va parler de la communication. Bon, ça c'est un peu Harvest, totalement dingue. Eux qui disent il n'y a absolument rien. Et là, ils reviennent totalement sur leur déclaration en disant finalement c'est compromis. Et donc pour Harvest, pour ceux qui n'ont pas suivi, Maïf et la BPCE, voire beaucoup plus, 12 millions là-dessus. J'aime beaucoup, moi, à chaque fois dans les communications, aucun mot de passe n'a été compromis en mode
ok bro, bah finalement je suis safe quoi. Autre chose aussi, bon bah là c'est auto-sûr pas plus tard que la semaine dernière, en mode auto-minute. J'ai votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre plaque d'immatriculation, mais ce sont des données minimes, après tout. Pareil aussi, le fameux aucun mot de passe de particulier ou données bancaires sensibles, donc ça veut dire que le reste c'est pas sensible, à moins qu'on n'a pas la même définition. Et donc là on va essayer un peu de jouer, quand vous regardez ces deux... cette communication, vous remarquez quoi? Qu'est-ce qui vous saute un peu à l'esprit sur cette com? Enfin, en fait, il y a énormément de choses à dire, mais un truc. Ils ont presque tous aujourd'hui la même tête, ouais, la même trame, exactement, pas d'excuses. Et surtout, bon, bah là, on va quand même essayer d'être constructif parce que c'est un peu le but. Imaginez un peu, vous êtes une personne du 3e âge ou encore même, je sais pas, des personnes qui ont l'âge de mes parents ou un peu moins vieux. Vous recevez ça, est-ce qu'en lisant ça, ils sont censés être rassurés? Et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, et ça, vraiment, je le donne en mille. Hein. Dans pas mal de dernières communications, vous avez à chaque fois ça. On va avancer. Et donc, dernièrement, sur la CTI, l'idée, toujours un peu de partager, avoir des sondes qui tournent, qui pourront un peu remonter tout ça. Donc, tout à l'heure aussi, j'ai aussi la chance maintenant d'avoir pas mal de gens qui me remontent de l'information. Donc, ça permet parfois de venir corroborer des informations que j'ai vues passer, donc ne pas les publier très rapidement. Il y a certaines équipes en interne aussi qui jouent totalement le jeu. Rien que cette année et l'année dernière, il y a au total une 20aine d'équipes qui me donnent aussi de l'information interne, donc ça permet aussi de contribuer à cette pédagogie globale que j'essaie de faire. Sauf qu'à l'inverse, quand l'entreprise elle-même n'est pas au clair et que la communication n'est pas totalement bonne, vous avez des personnes qui me donnent des informations internes qui ne sont pas censées sortir. Forcément, je ne les utilise pas publiquement. L'idée, c'est de savoir un peu doser. Typiquement, sur Free, j'ai eu tellement de choses qui ne sont pas du tout sorties. L'arrestation de Pavel Durov, parce que ça je peux pas du tout ne pas en parler. Pavel Durov, ce qui est très intense, tout le monde a suivi l'épisode de Pavel Durov. Par contre, ce qu'il faut savoir sur Pavel Durov et par rapport à ce qui s'est passé, c'est que suite à son arrestation en France, déjà il y a eu toute une vague de DDoS qui a commencé à se faire. Autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de channels qui ont automatiquement passé leur groupe de public en privé. Tous les liens d'invitation qu'on pouvait venir scraper ont expiré. Certains ont commencé à bouger sur Discord, donc forcément il y a eu pas mal de trous là-dessus au niveau de la raquette. Mais force est de constater quand même que depuis, je dirais 3 mois, tout le monde revient sur Telegram parce que Telegram quand même reste aujourd'hui un des moyens les plus intéressants, les plus pertinents pour faire absolument tout ça. Et surtout, ok, pareil aussi j'en parlais au niveau des DDoS. Et Serb Alliance, vous avez peut-être vu passer l'information. Serb Alliance, ils ont seulement annoncé leur breach la semaine dernière. Mais pour ceux qui ne savent pas, la fuite, je l'ai repérée il y a quelques semaines de ça en avance. Leurs équipes ont été alertées, ils ont pu faire. Donc tout l'intérêt, une fois de plus, de faire ça quand vous n'avez pas ce qu'il faut. Et on va terminer par ce chiffre qui est totalement fou. Aujourd'hui, 8 Français sur 10, c'était ça en fin 2024. Et donc là... depuis 2025, on est peut-être à 9 Français sur 10. Donc si on compile un peu toutes les breaches mis bout à bout, entre 100 et 120 millions. Ce qui fait qu'en termes de recoupement, quand vous êtes un cybercriminel qui a envie de faire du phishing at scale, ça commence à être de plus en plus facile pour vous. Et voilà, on va terminer un peu par cette image qui dit tout. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas pris... la mesure de la complexité et se disent on va investir, alors que dans la réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour terminer, je pense que si on ne sensibilise pas assez nos écosystèmes, on va encore et toujours ces cyberattaques-là. On voit quand même que depuis que les JO sont passés, toute cette sensibilisation qu'il y a eu, les gestes, le soufflet est un peu retombé. Il ne faudrait pas qu'il retombe. Et surtout, dites aux gens que ça n'arrive pas qu'aux autres. La preuve avec tous les exemples que j'ai pu vous prendre. Et merci de m'avoir écouté. Donc on a encore combien de temps, Benjamin? On va avoir 2-3 minutes pour les questions-réponses. Et si jamais vous avez une question à poser à Clément, d'abord on va vous applaudir. Bravo Clément. Et puis oui, si vous avez une question, nous allons pouvoir vous passer la parole. N'hésitez pas à lever la main. Oui. Bonjour, Henri Caudron du Clusif. Vous avez parlé d'une multitude de fuites de données.
On a pour habitude en sensibilisation d'emmener nos utilisateurs vers Avai Binpon. Est-ce que ce site est mis à jour avec ces multitudes de fuites de données? Et là, sur vraiment l'aspect francophone et français, je dirais que sur Avai Binpon, on en trouve peut-être 50%. Il y a énormément de choses qui ne sont pas indexées. Et Avai Binpon, ce qu'il va dire, c'est juste est-ce que le mail a été retrouvé dans une base de données passée. Et Avai Binpon, donc ce que Trojan fait, un travail qui est juste exceptionnel, c'est qu'il va quand même indexer des fuites de données depuis minimum 2013 jusqu'à présent. Et donc c'est juste partiel. Donc Avai Binpon, ça aide, mais pas totalement. On va pouvoir prendre une deuxième et dernière question, et puis ensuite, je vous laisserai voir avec Clément. Bonjour, Karine Usan, Cyber Keep Cool. On dit toujours qu'il ne faut pas payer les rançons, que ce soit pour les data leaks ou ransomware. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ceux qui payent par rapport à ceux qui ne payent pas, et ensuite, ceux qui se font re-rançonner s'ils ont payé ou pas? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des proportions? Par rapport au ransomware pur et dur ou par rapport sur les ransomware, les exemples que j'ai, j'en ai quelques-uns en France, mais forcément je peux pas en parler. On est en France, mais en Afrique j'en ai pas mal, dont 3 énormes boîtes. Il y en a une qui s'est fait pouner en 2021, mi-2023, autant pour moi. Elle a payé une première fois parce qu'elle ne voulait pas du tout que les gens sachent qu'elle s'était fait compromettre. Sauf qu'exactement 7 mois après, les mêmes sont revenus, leur redemander encore de l'argent, ils n'ont pas voulu payer et donc ils ont été affichés. Donc forcément aujourd'hui, c'est pas pour rien si on dit qu'il ne faut jamais payer la rançon, mais je peux vous promettre que lorsque vous êtes une PME, une TPE, voire même beaucoup plus dans ces eaux-là, une collectivité territoriale, même si les collectivités territoriales c'est un peu différent aussi, mais que vous n'avez aucune sauvegarde et que c'est tout votre business, ce sont des familles qui en dépendent. Parfois même, je connais certaines assurances qui vont commencer à entamer ce processus-là pour négocier, histoire de faire payer, de faire descendre au maximum cette rançon-là, mais par-dessus tout cela, d'avoir la certitude que la clé de déchiffrement qu'ils vont recevoir est bel et bien la bonne. Et pareil aussi, dans le processus de négociation, il y a un autre aspect qui est très important, de savoir comment ils ont fait pour compromettre la cible, histoire de venir patcher ça lors de la reconstitution. Merci Clément. Nous allons hélas devoir poursuivre les questions-réponses que vous auriez auprès de lui en dehors de notre scène. Nous vous retrouverons sur ces 2 prochains jours ici au Tech Lab. Merci encore de votre venue, cher public.